Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Charlie Piccolo. Bonjour Charlie. Bonjour. Merci beaucoup de t'être rendu disponible aujourd'hui. Est-ce que je peux t'inviter à te présenter librement et comme tu le souhaites aux auditeurs et aux auditrices qui ne te connaîtraient pas? Oui, avec plaisir. Donc je m'appelle donc Charlie Piccolo, je vole depuis 31 ans maintenant. Donc j'ai commencé en 94. Je vis sur le bassin d'Arcachon et j'ai à l'école de parapente qui s'appelle Waga School. Merci beaucoup Charlie. Allons au commencement. Peux-tu nous raconter l'histoire de tes débuts en parapente? Comment as-tu découvert l'activité? Comment es-tu tombé dans une voile? Alors j'ai découvert l'activité grâce à mon père et un petit peu par hasard en fait. J'étais pas spécialement attiré ni par l'activité ni par le milieu aéronautique. Mais comme mon père pratiquait le parapente et que j'avais envie de passer du temps avec lui, assez naturellement, vu que les journées étaient assez longues sur le site quand on vole pas, très rapidement, j'ai gonflé des parapentes et puis je me suis pris au jeu. Ça a commencé à me passionner. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé à faire un stage, à faire des vols. Et j'ai commencé à découvrir l'activité comme ça quand j'avais donc 14 ans. À la base, je suis originaire de Paris, je suis né là-bas. Et j'ai découvert le parapente quand je vivais encore sur Paris. Et en fait, après un an de pratique, la vie a fait que j'ai déménagé, que je suis parti dans les Alpes du Nord du côté de Saint-Hilaire. C'est là-bas que tu as évolué jusqu'à ce que tu ailles à Font-Romeu, c'est ça? Exactement, en fait, j'ai passé une année à beaucoup voler sur Saint-Hilaire. Puis après, la question se posait à des études et à l'époque, c'était assez nouveau. Ils avaient créé donc deux sports-études, en fait, deux filières Pôle Espoir, une à Barcelonnette et une à Font-Romeu. Voilà, et puis je me suis dit pourquoi pas, finalement c'est chouette. Donc j'ai postulé tout simplement pour entrer en Pôle Espoir et j'ai été retenu à Font-Romeu. Et c'était quoi ton rêve à l'époque? Moi, mon rêve, c'était de devenir... je faisais beaucoup de skate, en fait. Je me projetais plus en tant que skateur professionnel, mais je m'imaginais bien une vie d'athlète. Mon rêve, c'était d'être sponsorisé, de voyager, d'être dehors et de faire des activités de glisse. Et quelque part, ça s'est réalisé. Et tu as été champion de France junior en 1999, c'est ça? Ouais, exactement. Et en fait, à l'issue de mes 3 ans en Pôle Espoir... Après 3 années difficiles en compétition, parce que c'est pas là où je brillais le plus, j'ai réussi, j'ai gagné les championnats de France moins de 21 ans, 99. Et donc tu étais un espoir, tu sortais du Pôle Espoir, tout te prédestiné justement à la compétition internationale, au cross, mais tu as tout arrêté. À l'issue du Pôle Espoir à Font-Romeu, je suis rentré en filière haut niveau, cette fois en Pôle France Rhône-Alpes. Oui. Donc je suis reparti cette fois du côté de Chambéry, où là j'étais... alors c'est pas un sport-études, là, le Pôle France c'est une équipe qui est constituée en fait, et avec des entraînements qui sont donc organisés, des semaines d'entraînement, les mercredis, les week-ends. Donc toujours accès à très compétition. Et effectivement, parallèlement à cette époque-là, il y a eu l'émergence de l'acrobatie dans les années 2000. Et j'ai pratiqué un petit peu l'acrobatie de manière un peu empirique, parce qu'il y avait rien de structuré, et parallèlement la compétition en cross distance, j'allais dire un peu traditionnelle. Puis effectivement, je me suis plus retrouvé dans le freestyle, l'acrobatie, le jeu avec le parapente que vraiment la performance, notamment à manger des kilomètres. Ouais, et justement, comment est-ce que tu as découvert les Wagas? Alors, les Wagas, dès le début de mon activité, quand j'ai commencé en 94, c'était, si je dis pas de bêtises, il y avait les championnats de France à la Séranne, dans le sud de la France, au-dessus de Montpellier. Et moi, j'étais en vacances sur Millau, et il y avait donc une manche qui a eu lieu à Millau, puisque ça ne volait pas à la Séranne. Et c'était Sébastien Bourquin, à l'époque, qui était champion de France. Et à la clôture de ces championnats de France, mon père m'a dit en début d'après-midi, ce soir, Sébastien Bourquin va faire des Wagas. Et donc j'étais, mais qu'est-ce que c'est que des Wagas? C'est quoi ce nom? Qu'est-ce que c'est? Et je me rappelle que mon père a gardé vraiment le secret. Il m'a dit, tu verras ce soir. Et donc j'ai patienté toute l'après-midi, évidemment, en me demandant à quoi j'allais assister. Et donc on est monté à Millau sur un des décollages là, qui s'appelle Brunas. Et quand on arrive, il y avait tous les compétiteurs et le public étaient assis autour du décollage et Sébastien Bourquin qui sort sa voile
qui qui prend la voile d'un autre pilote plus petite. Donc c'était pas conventionnel tout ce que je voyais. Je comprenais pas trop en fait ce qui se passait. Ouais. Et là, je le vois décoller, faire donc les wagas, des passages près du sol. Et là, j'hallucine. Je me dis, mais c'est quoi ça? C'était assez incroyable. Donc au final, les wagas, j'ai découvert ça quasiment au début de mon activité. Et c'est assez rigolo parce que finalement, c'est devenu quelque part ma marque de fabrique. Donc j'ai pas du tout inventé les wagas, mais je suis assez associé à ça en fait. Donc c'est assez rigolo. Si on m'avait dit à l'époque que ce que je voyais, c'est là-dedans que je ferais ma vie, c'est assez surprenant en fait. Donc, si je résume bien, tu as d'abord fait le pôle espoir, ensuite tu es allé en pôle France, et en même temps que cette partie de ta vie, tu as découvert le freestyle. Et donc là, pour le coup, comment est-ce que tu t'y es mis ? Alors à l'époque, c'était pas très structuré. Alors que ça soit du côté des constructeurs, il n'y avait pas encore de voile franchement adaptée, puisqu'on n'était pas capable de déterminer encore vraiment un cahier des charges, parce que les figures été inventé petit à petit, notamment, d'ailleurs principalement par les frères Rodriguez, Raoul et Félix. Et donc, en fait, le matériel, lui, il a évolué en même temps que les figures et les pilotes. Et nous, on était un peu derrière à les regarder, à essayer de comprendre ce qu'ils faisaient, à essayer. Alors, à notre niveau, évidemment, pas de prétention, on n'a jamais réalisé de figure comme Raoul ou Félix, mais en tout cas, à l'époque, du haut de mes 21 ans, donc je les regardais vraiment avec beaucoup d'admiration en me disant mais ouais, qu'est-ce qu'ils font avec leur voile, c'est incroyable. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai été sensibilisé et que je m'y suis mis en fait petit à petit, mais il y avait aucun autre intérêt que de kiffer en fait, et ça faisait juste écho au plaisir que je pouvais ressentir en l'air. Il n'y a pas de logique autre que celle du cœur. Ce qui m'animait dans le freestyle, c'était l'idée de pouvoir jouer avec son parapente en fait. Voilà. Là où j'étais en permanence concentré à garder mon aile ouverte parce que je volais avec des protos à l'époque qui n'étaient pas forcément super safe et très aboutis, le freestyle c'était la philosophie inverse en fait. C'était vraiment et l'acrobatie en fait c'est plus d'ailleurs l'acrobatie plus que le freestyle, mais l'acrobatie c'était vraiment la philosophie inverse, c'était générer de l'énergie pour la distribuer ailleurs, pour faire des loopings, pour fermer sa voile, apprendre à gérer, à jouer avec son aile. Donc c'est ce côté jeu ludique qui m'a séduit en fait dans le freestyle, dans l'acrobatie. Ouais. Est-ce que tu as le souvenir de la première fois que tu as volé à la dune ? Ah oui, très précisément. Quand je suis arrivé pour la première fois à la dune, donc c'était dans un cadre professionnel. Hein, je venais faire une saison sur la dune et je me rappelle être rentré dans le camping, avoir traversé pour aller voir la dune, et je suis arrivé devant le spot. J'étais ébahi déjà par la taille de la dune, parce que je ne m'étais pas franchement représenté. La dune, faut imaginer qu'à l'époque, là, dans les années 2000. Le parapente était plutôt associé à la montagne, à la distance, le cross, donc aller voler à la dune, c'était vraiment quelque chose de... J'allais presque dire, les pilotes étaient considérés comme des pilotes de seconde zone, parce qu'il n'y avait pas de cross, il n'y avait pas d'altitude, et moi j'adorais cette idée. Donc quand je suis arrivé sur le spot, je trouvais ça merveilleux, ce gros tas de sable était énorme, le bassin d'Arcachon, après tout ce qui est autour, ça c'est simplement incroyable, et je me rappelle surtout que ça volait pas pendant 8 jours. Donc j'ai passé 8 jours, voire peut-être en ressenti 8, mais il y a au moins passé 2 ou 3 jours, voire 4 jours où ça a pas volé. Et je devenais fou en me disant mais c'est pas possible, ça vole pas. Et donc je me rappelle très bien mon premier vol sur la dune, et je me rappelle je me suis fait traîner en fait. Voilà. C'était mon premier contact avec la dune. Qui est un petit peu d'humilité, donc on est tous passés par la phase de se faire traîner sur la dune. On y reviendra dans quelques minutes. Aujourd'hui, tu as une école à la dune du Pilat, donc la Waga School. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a fait jeter l'ancre dans le bassin et pourquoi est-ce que tu as décidé de t'installer autour de la dune ? Qu'est-ce qui la rend si particulière à tes yeux ? Je sais pas. Je saurais pas vraiment mettre des mots. Il y a eu beaucoup de circonstances en fait qui ont fait que je suis arrivé là, parce qu'en fait à l'époque, pour la petite histoire, moi je faisais mes saisons sur Millau. Donc je faisais mes saisons d'été sur Millau, et il y a une année en fait où la structure pour laquelle je travaillais a fermé.
Et ben du coup, forcément, je me suis retrouvé à devoir aussi travailler. Et je m'étais interrogé à ce moment-là, savoir tiens où est-ce que j'aimerais travailler, sachant que moi je vivais sur Saint-Hilaire ou Chambéry, donc j'avais un gros réseau du côté d'Annecy et dans les Alpes du Nord. Et je sais pas pourquoi, la dune du Pilat, ça faisait un moment que je me rêvais à ce spot. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas envoyer carrément un CV. Donc c'est ce que j'ai fait à l'époque. Il y avait pas encore, les mails n'étaient pas hyper démocratisés, donc j'ai fait un CV papier. Et donc je n'ai jamais eu de réponse à ma candidature. Et donc j'avais fait ça pendant l'hiver en fait. Et donc sans réponse, la marque pour laquelle je travaillais à l'époque, enfin en tout cas pour laquelle je volais, faisait une tournée commerciale, donc je l'accompagnais dans les Alpes et dans les Pyrénées. Donc on était dans les Pyrénées en train de faire des démos et des tournées commerciales, et je reçois en fait un appel de l'école pour laquelle l'école auprès de laquelle j'avais postulé en fait sur la dune du Pilat, qui me dit j'ai un pilote qui m'a fait faux bon. Ouais. Est-ce que ça te dit toujours de faire la saison? Donc ça, on était en juillet. Je lui dis ouais, carrément. Et je dis mais tu aurais besoin que je sois là quand? Elle m'a dit demain. Et du coup, j'ai pris le train et j'ai appelé un pote qui est venu me chercher. Et le lendemain, j'étais donc à la dune du Pilat. C'est comme ça, en fait, je suis arrivé un peu sur la dune, concours de circonstances. Il y a ce gros carrefour d'événements qui arrivent en même temps. Et puis, tu as pris la décision donc d'arrêter la compétition, d'avoir ton école. Pourquoi ce basculement soudain? Pourquoi ce changement? Là, pareil, un peu un concours de circonstances, en fait. Ce que je sais, et ce que j'ai toujours su, c'est que j'ai été toujours à la bonne place à la dune. Ça, c'était un sentiment, une sensation particulière, à savoir, j'étais vraiment bien là-bas. C'est comme si j'étais à ma place. Et on me disait beaucoup Bordeaux, le bassin d'Arcachon, c'est un peu clivant, c'est difficile de s'intégrer, tout ça. Et en fait, mais moi, ça a été d'une facilité déconcertante. Je suis arrivé, j'ai connu taquet de locaux, et avec qui, d'ailleurs, je suis toujours en lien. Ça fait 25 ans maintenant qu'on est amis. Et donc, j'étais très bien là-bas. Parallèlement, dans les Alpes, les études que je faisais, franchement, m'intéressaient pas. Donc, je faisais mes études parce qu'il fallait que j'ai un diplôme, apparemment. Je finissais aussi mon diplôme d'État à l'époque, parce que j'étais élève moniteur, donc je finissais mon diplôme d'État, et en fait, à l'issue, tout s'est terminé en même temps. J'ai fini mes études, j'ai eu mon BE, et j'étais en bout de cursus aussi de Pôle France. Donc le Pôle France, en fait, à l'époque, ce que j'ai capté aussi, c'est que dans la distance et là où j'en étais, j'allais dire le talent, l'intuition, le feeling, c'était pas suffisant pour y arriver en fait. Là, je sentais que le haut niveau, c'était un changement de paradigme. À savoir que si on veut jouer quelque chose dans le haut niveau, faut pas être spécialement talentueux. Par contre, faut aller s'entraîner. Ça demande de la rigueur, de l'implication, de la concentration, du conditionnement. Et moi, clairement, je suis pas câblé pour ça, quoi. C'était pas quelque chose qui m'attirait. C'était pas mon truc. Et ça, j'ai compris ça assez rapidement. Je serais pas un sportif de haut niveau à cause de ça, ou grâce à ça, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc quand j'ai capté tout ça, je me suis dit ça fait pas écho chez moi. Et le freestyle et l'acrobatie, ça faisait vraiment écho. Et en fait, le camping dans lequel on travaillait m'a carrément proposé de monter une structure. Ah oui. Ouais, il m'a dit si tu veux rester, tu montes ta structure. Donc, et en fait, voilà, tout ça réuni a fait qu'à un moment, je me suis dit, mais ok, donc je lâche tout, je lâche les Alpes, je lâche mes ambitions de haut niveau, et je vais à la dune, là où j'aime voler et être, même si franchement, il y avait aucune logique là-dedans autre que celle du cœur, hein, parce que quand on se conditionne pendant 6 ans, on s'entraîne pour la compétition, et arriver aux portes du haut niveau, dire non, en fait, moi, je vais sur un tas de sable. Pour aller jouer. Moi, je dis souvent, mes coachs me disaient tout le temps, fais tes plafonds. Et quand je suis arrivé sur la dune, c'est vrai, je me suis dit tout de suite, c'est cool parce qu'ici, il n'y a pas besoin de faire ses plafonds, on peut rester collé au sable. Et en fait, ça me plaît d'être bas. Et moi, j'ai toujours été un pilote de basse couche. Et donc, je pense que j'étais vraiment ma place là-bas. Des éléments qui s'étaient alignés, en fait, pour que, à un moment, je fasse le choix ou pas d'aller là-dedans. Et du coup, ouais, oui, j'étais connecté vraiment à mes envies et mon cœur, et pas la logique, on va dire sociale de j'ai fini mes études, j'ai un diplôme, qu'est-ce que je vais faire comme carrière, voilà.
Pardon? Le CDI. Ouais, c'est ça, le CDI. Bah non, en fait, c'était pas. Moi, j'avais des ambitions et des envies relativement simples. Hein, en fait, j'avais juste envie de kiffer mes journées et d'être heureux dans ce que je faisais, en fait. Et la notion d'argent, c'était pas celle qui était le plus prégnante dans ma vie. J'avais besoin d'argent pour vivre et manger, mais franchement, c'était pas ça que j'allais chercher, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu kiffes ta vie? Ah, mais je kiffe ma vie et je me dis, mais je me remercie tous les jours depuis 25 ans d'avoir fait ce choix-là. Hein. Ouais, vraiment. En tout cas, ça se ressent lorsqu'on te côtoie dans le cadre de l'école. Donc j'y reviens. Aujourd'hui, tu as une structure qui s'appelle la Waga School. Il y a d'autres moniteurs. Donc il y a Nénès, Harold, Stéphane. Vous proposez des stages et des biplaces à la Dune. Donc vous appelez Waga School. Ça se matérialise comment les Waga? Qu'est-ce qui vous différencie des autres écoles? Ouais, alors j'aime pas spécialement les oppositions, à savoir ce qui nous différencie des autres. En tout cas, je peux te dire ce que nous on est, ce qui est important pour nous. On est spécialisé aujourd'hui dans l'aspect technique pur et dur au sol. Ça, c'est vraiment l'ADN. D'ailleurs, on fait des stages spécifiques sol. On fait que ça. On fait aussi des stages WAGA. Mais c'est principalement du spécifique sol technique. Donc c'est évident et complètement cohérent d'avoir des moniteurs, évidemment, qui aient un haut niveau d'expertise technique, ça veut dire en pratique, et qui soient aussi capables de transmettre leurs connaissances, évidemment. Donc je dirais que l'ADN des moniteurs qui travaillent dans la Waga School, c'est un niveau de pilotage que moi, je considère comme étant très élevé. Pour les personnes qui n'ont pas volé à la Dune, pourquoi est-ce que c'est une bonne école, entre guillemets, la Dune? Eh ben, il y a plusieurs raisons à mon avis. La première raison, c'est l'aspect gestion de l'aile dans le vent. Ça veut dire que là où en montagne ou dans la plaine, on va faire du gonflage dans le vent sur latéraux, avec de l'irrégularité en termes de force et de direction de vent, ça rend difficile. L'exercice, il est possible, mais c'est un peu plus compliqué. La dune, quand ça se met à voler, c'est vraiment le ventilateur. En fait, ça se met en route, ça veut dire qu'on est capable de faire la répétition pendant des heures. Voilà, et dans un cadre qui est plutôt sympa. Il y a un côté un peu récréatif, les pieds dans le sable, devant l'eau, à jouer avec son parapente, c'est quand même super agréable. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, je suis tenté de croire, c'est justement ce côté accueillant, qui je pense contraste un petit peu avec notre quotidien de pilote, où globalement on évolue quand même dans un milieu, alors, je sais pas si on peut dire hostile, mais clairement c'est des milieux un peu plus engagés. Je veux dire qu'en école il y a 2, 3, 400 mètres de falaise, on n'est peut-être pas aussi détendu que quand on est sur un petit bout de dune dans le vent. Voilà, donc je pense que l'attrait de la dune, il y a aussi ce côté accessibilité, un côté un peu rassurant, cette notion de jeu, voilà, c'est un spot accueillant. J'ai une citation directe d'un article sur la Waga School. Tu as dit, au début, on a cassé les bornes, et après, on a eu la reconnaissance du milieu. Donc, est-ce que tu peux développer ça? Donc, déjà, à l'apparition de la pratique des Waga, comment est-ce que ça a été accueilli dans le milieu? Et puis ensuite, le fait d'avoir créé une école qui s'appelle Waga School, pareil, comment est-ce que cette création a été accueillie par la communauté et comment est-ce que vous vous êtes fait une place aujourd'hui? Donc aussi loin que je m'en souvienne, moi j'ai toujours vu les Waga. Donc avec les copains déjà, donc en 94 quand j'ai commencé, j'ai vu Sébastien Bourquin. En 95, on regardait les cassettes vidéo justement des marques comme UP ou comme Edel qui partaient faire des Waga dans les dunes en Namibie avec Sébastien Bourquin, avec Patrick Béraud. Et puis il y avait Richard Gallon aussi, la légende vraiment des Waga. Je les avais vraiment en poster sur les murs de ma chambre. Et donc la discipline Waga, elle a toujours existé, mais c'était comme une anecdotique en fait. C'était vraiment de niche. Ouais. Alors niche quoi. Vraiment ça existait, mais c'était une niche. À l'apparition en fait de l'acrobatie, ça a un peu démocratisé en fait tout ça. Et donc c'est là où je fais la différence entre l'acrobatie et le freestyle. Pour moi, l'acrobatie, ce que je considère être de l'acrobatie, on est plutôt en montagne. Le freestyle, je le mets plutôt dans la case Waga,
où on n'envoie pas, on fait pas de tumbling ou de l'infinite à 15 mètres sol. Donc on a une pratique un tout petit peu différente, mais en tout cas voilà. Donc quand moi je suis arrivé sur le spot, c'était vraiment l'émergence de l'acrobatie et du freestyle, et on était un petit peu stigmatisé en fait. Comme on cassait les codes à cette époque-là, c'était comme toute nouvelle activité finalement, un peu à l'instar du parakite aujourd'hui. Hein. Ça casse les codes, c'est nouveau. Donc j'ai tendance à croire que tout ce qui est nouveau fait un petit peu peur, puisqu'on ne connaît pas, on connaît pas les pratiquants, le type de pratique, les voiles, les trajectoires. Il y a une méconnaissance en fait de ce qui se fait. Voilà. Et moi, c'est clair que quand je suis arrivé à la dune, que j'ai commencé à jouer près du sol, à progresser, à affiner mon pilotage. Et au début, c'était pas forcément vu d'un bon œil, en tout cas par les locaux. Parce que déjà j'habitais pas là-bas, hein, je débarquais pour eux, je débarquais de nulle part, je faisais des vols, je volais de manière qui n'était pas franchement conventionnelle, donc voilà, il y avait un peu des frictions, et je me rappelle, c'était assez rigolo, ça a duré quand même quelques années jusqu'à ce qu'il y ait un article de Parapente Mag qui cite Waga School, donc et eux ils sont venus faire un stage dès le début en fait, Cathy et Pierre Pagani. Cathy DeVos et Pierre Pagani sont venus faire un stage dès le début dans la Waga School, et du coup on a eu en fait à Waga School une vitrine quelque part. Parapente Mag, le magazine a servi de caution en fait pour notre activité. Donc c'est comme si d'un coup on était rentré un peu dans les mœurs en disant eux ils sont là, ils proposent vraiment quelque chose d'atypique, parce que les stages qu'on proposait et qu'on propose toujours à ce jour n'existent pas ailleurs. Ouais. Puisque le spot sur lequel on est, évidemment, est tellement atypique que les stages qu'on propose, finalement, sont un peu à l'image du site. Donc, à savoir atypique, on reste quand même dans une niche, quoi. Et donc voilà, donc c'est clair que quand on a commencé à être médiatisé autour de ça, avec le Waga Festival, on a fait des couvertures, des vidéos, il y a eu plein d'articles, et on est sorti même du milieu du parapente avec des super articles, notamment, pour moi, la reconnaissance ultime, c'était de faire l'équipe, super parution dans l'équipe Mag. Voilà, donc ça finalement, ça a été un peu la reconnaissance de nos pairs, quoi. Et aujourd'hui, que viennent chercher les élèves qui viennent en stage? Et justement, ils viennent chercher une meilleure connaissance, compréhension de leur aile dans le vent. Et nous, ce qu'on leur amène, c'est comment structurer en fait une pratique. C'est comment on structure, qu'est-ce qu'on met en place, les étapes qui existent, comment on peut mettre en place en fait des gonflages face à l'aile pour qu'ils soient symétriques. Et ensuite, on développe sur tout le jeu en fait avec le parapente pour qu'il devienne le prolongement finalement de son corps, et qu'on soit plus en lutte, qu'il n'y ait plus d'adversité avec sa voile, mais que ça soit vraiment la notion de jeu. C'est vraiment ça en fait. C'est vraiment comprendre, maîtriser sa voile et débrider son pilotage pour avoir accès au jeu près du sol, et au final c'est aussi pouvoir décoller en sécurité, avoir des bons outils techniques en fait pour gérer son aile. Et de piloter en conscience. Et de piloter en conscience, voilà, savoir ce qui se passe, exactement. Exactement, ça a été la grosse prise de conscience lors de mon stage. D'ailleurs, c'est incroyable comme lieu, mais il faut pas oublier que chaque milieu a son lot de risques, et la dune n'en est pas exempte. Quels sont les risques, ou plutôt, j'ai envie de dire, les comportements à risque liés au vol à la dune, et comment les éviter? La dune, de par ses caractéristiques, en fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ce côté qui est accueillant, qui est rassurant, qui contraste avec le milieu habituel, à savoir donc la montagne, en tout cas pour la plupart du temps, et notamment tous les reliefs, et ce côté un petit peu hostile qui nécessite de l'attention, de la compréhension. Le contraste en arrivant à la dune est tellement marquant que les pilotes sous-estiment les risques sur la dune, et des fois surestiment leur niveau. En fait, pour moi, ça, c'est de ce que je peux constater depuis de nombreuses années. Il y a vraiment ces deux facteurs qui rentrent en jeu. Il y a le côté donc sous-estimer le site, c'est-à-dire il est tellement rassurant et accueillant que finalement, il peut pas se passer grand-chose, c'est du sable. Sauf que le sable à l'impact, ça fait hyper mal, et on a vu des accidents graves.
et aussi des pilotes qui, en tout cas dans les accidents que l'on a pu voir et qu'on interroge un peu les pilotes, il y a aussi surestimé son niveau, à savoir qu'ils se lâchent. Ils se lâchent vraiment dans le pilotage, faire des 3-6 ou des wings alors qu'ils n'ont jamais fait ça. Et donc à proximité du sol, clairement ça pardonne pas. Souvent on associe les accidents dans l'inconscient collectif aux collisions en fait, hein, puisqu'il y a tellement de monde sur la dune, on se dit, enfin ce que j'entends souvent c'est il y a beaucoup d'accidents de collision, et en fait des collisions restent souvent à l'état d'incident, ça veut dire que les pilotes se touchent, les voiles se touchent, mais c'est rare d'avoir un pilote qui fait une collision frontale avec un autre, généralement c'est les bouts d'ailes qui touchent. Donc les collisions, c'est pas vraiment la cause principale des accidents. La cause principale des accidents, il y a une petite partie liée aux impondérables météo, à savoir donc des pilotes qui se mettent dans des conditions qui sont plus que limites ou qui se positionnent mal. Mais la grande majorité des accidents, c'est vraiment des accidents liés au comportement. Donc une sous-estimation des risques liés à la dune, c'est-à-dire que c'est du sable, ça craint rien, une surestimation de leur pilotage où comme c'est rassurant, je me lâche en gros. La plupart des accidents, c'est ça. Je sais que des fois, en regardant la pratique des autres pilotes, ça fait rêver, on se dit c'est chouette, ça a l'air tellement facile. Mais c'est un peu comme dans tous les sports. Moi, je sais que j'aime beaucoup le surf. Je pratique le surf et quand je vois les gros surfeurs attaquer des grosses vagues, je trouve ça super bien, ça a l'air facile. Mais c'est pas pour moi, c'est pas à mon niveau. Donc le conseil que j'aurais à donner, c'est surtout de pratiquer à son niveau. Il n'y a pas besoin de toujours se mettre soit en pression pour performer. Il n'y en a pas aussi nécessairement besoin de toujours se filmer dans des exploits pour se mettre en avant. J'ai envie de dire, profiter de son vol, passer un bon moment, aborder le site avec douceur et sécurité. Si on a un doute, on n'y va pas, ou on interroge les locaux. Voilà, si le niveau au sol il est pas bon, c'est une occasion unique de progresser, de pratiquer. Donc, voilà, le conseil c'est plutôt d'être sur une démarche qui serait raisonnable. On peut aussi peut-être faire un petit point matériel. Est-ce qu'on vole avec du matériel spécifique lorsqu'on est à la dune ? Alors, il y a plusieurs choses. Quand on habite sur le spot, évidemment, tout ce qui est airbag, on évite pour la simple et bonne raison que si l'air rentre, le sable aussi, donc on va vite accumuler du sable. Donc ça, c'est plutôt du bon sens en fait d'utiliser tout ce qui va être protection type mousse bag pour éviter simplement de se surcharger en sable. Pour ce qui est des voiles, ça dépend de la discipline dans laquelle on évolue. Je dirais que on a 80% des pilotes qui sont dans une discipline traditionnelle, qui volent avec donc des voiles plutôt traditionnelles, que ça soit des A, des B, des C ou des D. Et après, on a une petite marge, on a des acrobates encore avec des ailes freestyle et d'acrobatie, mais qui nécessitent forcément des conditions de vent plus fortes. Et après, on a l'émergence là du parakite. Donc ça, c'est vraiment un outil adapté au bord de mer, et notamment dans les conditions qui sont, j'allais dire, fortes voire marginales. Là, ça offre vraiment d'autres perspectives de vol, à condition, et je mets bien une condition, d'être effectivement formé et au niveau pour pratiquer cette discipline, qui est vraiment une discipline à part entière, qui est pas assimilée vraiment au parapente, c'est une discipline à part entière. Et est-ce que face à cette nouvelle évidence qui s'impose, vous proposez par exemple des stages sous des parakites ? Oui, on commence cette année tranquillement. On a un de nos moniteurs, qui va citer tout à l'heure, Gabriel, qui est porteur de ce projet-là. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on était un peu réticents. Enfin, moi, en tout cas, j'étais un peu réticent à l'idée de développer ce secteur-là. Et il y a pas très longtemps, je me suis fait la réflexion justement sur la stigmatisation des pilotes et des pratiques. Je me suis dit, mais t'es en train de faire la même chose que ce que t'as vécu avec le freestyle, les wagas à la dune et l'acrobatie. Donc je vois bien que c'est aujourd'hui, force est de constater que c'est pas un effet de mode. Le paracade, clairement, il y a beaucoup de R&D derrière, il y a pas mal de marques qui s'y mettent. Les voiles sont au point. C'est une discipline vraiment qui est émergente, donc soit c'est toujours pareil, ça c'est notre point de vue en tout cas dans l'école, soit on rentre en guerre, on s'oppose avec la nouveauté, soit simplement on essaie de la cadrer. Donc oui, le parakite, je pense qu'il a un avenir devant lui, et je pense également qu'il a besoin aujourd'hui, cette discipline-là, elle a besoin d'être cadrée, au moins dans l'enseignement, pour mieux former les pilotes,
pour que eux puissent aussi voler en toute sécurité, et qu'ils apprennent aussi à côtoyer les pilotes traditionnels. Parce que comme les trajectoires sont pas les mêmes, il y a de l'incompréhension qui peut apparaître entre le pilote traditionnel et le pilote de paracaille. Donc l'idée, voilà, ça va être de former aussi, j'allais dire, aux bonnes pratiques et puis au bon sens quand on vole. Peut-être une autre question sur le matériel, mais que tout le monde se pose, c'est la question de la corrosion des ailes avec le sable. Donc est-ce que c'est vrai qu'elle est plus rapide que dans des conditions, par exemple, de montagne, de moquette, d'herbe, etc. Alors, oui, alors ça c'est vraiment des échanges qu'on a chaque semaine avec les pilotes, qu'ils soient en stage ou sur site. En France, en moyenne, un pilote vole 25 heures par an. Donc on imagine, on peut doubler le temps d'exposition au soleil, ça fait une 50aine d'heures au soleil. À la dune, quand ça se met à voler, 50 heures, si vous restez 10 jours, que ça vole 5 heures par jour, en 10 jours, vous avez fait votre quota annuel d'exposition au soleil. Donc en fait, c'est toute proportion gardée. C'est que si vous passez un mois à la dune et que vous avez exposé votre aile et vous avez donc pratiqué pendant je sais pas 30 ou 40 heures, bah votre aile aura pris 30 ou 40 heures en un mois. Donc le vieillissement, il est pas prématuré, il est accéléré. J'ai envie de dire, c'est comme une voiture, hein. Si vous faites de 3000 km par an ou si vous en faites 100 000, bah forcément l'usure est pas tout à fait la même. Bah, donc c'est la même philosophie avec les voiles. Donc si vous venez passer une semaine, l'usure correspondra au nombre d'heures que vous aurez pratiqué. Mais c'est pareil, si vous pratiquez en moyenne 25 heures par an et que en 5 jours vous avez fait vos 25 heures, vous avez eu la chance d'avoir une année de pratique en 5 jours. Donc ça permet aussi d'avoir de capitaliser sur la technique et la pratique. Donc le vieillissement est proportionnel en fait au nombre d'heures passées. Nous, ce qu'on voit en tout cas à notre niveau, c'est que nos biplaces font à peu près même nombre d'heures à la dune que les professionnels en montagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vieillissement prématuré, il y a un vieillissement accéléré du fait du nombre d'heures de pratique. Mais c'est pas lié vraiment au sable ou quoi que ce soit, c'est plutôt lié au temps de pratique. Ouais. Très bien. Là, je te propose de passer sur un autre volet qui m'a frappé, c'est la pédagogie. Donc j'ai été ton élève et j'ai été assez bluffée par la pédagogie de l'école et de toute l'équipe. C'est une pédagogie progressive, efficace et très bienveillante. Et on sent que c'est une démarche active, que vous vous êtes investi pour être dans cette posture. D'où t'es venue l'idée ou vous est venue l'idée de travailler votre pédagogie et comment est-ce que vous y êtes parvenu? Parce que le résultat est vraiment assez intéressant aujourd'hui. Et ben en fait, pendant une petite décennie, j'ai enseigné seul à la dune et j'ai arrêté un moment l'enseignement parce que j'étais fatigué. J'en avais marre, c'était usant. Et lorsque Harold, plus vieux là, mon acolyte, le bras droit, le manager de la Waga School, a été diplômé, a rejoint donc l'école, il était hyper motivé, porteur vraiment de ce projet-là, de me dire ah, Charlie, viens, on relance l'école. Il était à fond. Et en fait, tu parlais de bienveillance, mais j'ai envie de dire que la bienveillance qu'on a, dont on fait preuve en fait envers les pilotes qui viennent en stage, d'abord avant tout en fait, on l'a mis vis-à-vis de nous parce que moi, je me rappelle à l'époque, je me dis je veux plus enseigner, c'est fatigant, c'est usant, c'est dur. Parce que la posture en fait que j'avais, elle était pas juste. Et du coup, quand Harold est revenu, est arrivé avec ce projet de relancer vraiment l'école à fond, la partie enseignement, là on s'est mis autour de la table et on a fait là moi j'ai fait un rétexte en fait sur tout ce qui avait été modélisant, ce qui avait marché pendant 10 ans, mais surtout il y avait une liste assez longue de choses qui étaient limitantes et humainement en fait qui étaient difficiles et au niveau pédagogique aussi. Et donc en fait on a commencé à regarder tiens pourquoi, comment, qu'est-ce qui se joue. Et moi, ça fait longtemps que je fais du développement personnel aussi. Je me suis toujours intéressé à ça, aux outils et moi à cheminer aussi intérieurement. Et du coup, en fait, on a fait un genre de fouillis-tout, tu sais, on a tout lissé dedans et puis on a regardé, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et du coup, on a abordé l'enseignement en fait vraiment sous un prisme hyper différent. C'est-à-dire
que là où je voulais absolument que les pilotes réussissent leur stage, ça veut dire partir d'un point A et arriver à un point B, et quelque part il y avait un coûte que coûte, on va y arriver, on va se relever les manches ensemble, on y va. Bah, c'était valorisant quand on y arrivait, mais par contre c'était hyper frustrant quand ça marchait pas. Frustrant pour les pilotes et frustrant pour moi en tant qu'enseignant. Et du coup, j'ai trouvé que ça mettait la pression à tout le monde et que c'était pas forcément quelque chose qui était efficace et encore moins pérenne. C'est voilà. Et du coup, on a tourné ça autrement avec Harold et on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on ne serait pas simplement là pour accompagner les pilotes? Donc, on a décidé d'être plutôt en obligation de moyens plus que de résultats. Et donc, on a changé vraiment notre relation à l'enseignement et donc aux stagiaires. Et en fait, bah, petit à petit, on a vu que c'était quand même vachement plus confortable pour nous. C'était beaucoup plus efficace pour les stagiaires en termes de résultats. Et en termes d'ambiance et de plaisir, là, ça n'avait plus rien à voir. Donc là, on a trouvé une espèce de constance, de douceur et de progression chaque semaine dans nos stages depuis de nombreuses années maintenant. Et tu t'es formé pour y parvenir? Ouais, bien sûr. Je me forme, alors soit à travers des lectures ou des outils en fait qui sont accessibles. J'ai aussi également fait un diplôme. Là, j'ai passé un diplôme d'état d'accompagnement humain. Donc bah là, c'est pareil. On a accès à des outils, alors un peu plus psychologiques, mais pas que. C'est aussi une compréhension de la mécanique humaine, de ma relation vis-à-vis de moi, de ma relation à l'autre, voilà, c'est les interactions avec un groupe, comment fonctionne un groupe, la dynamique de groupe, enfin voilà, donc ça a été hyper éclairant et tous ces outils-là, on les injecte quelque part au quotidien dans notre pédagogie pour être dans quelque chose de plutôt humaniste et doux. Eh ben, je confirme parce que c'est vraiment la sensation que j'avais. Et aujourd'hui, tu interviens aussi auprès d'élèves moniteurs et de moniteurs pour les initier à cette approche. Comment ça se concrétise? Eh ben, depuis 8 ans maintenant, on collabore avec la Fédé sur des stages qu'on appelle former mieux, et maintenant c'est voler mieux. Donc chaque année en fait la Fédé organise pendant 2 semaines avec nous, donc début avril, des salves de une semaine où on fait de la formation continue pour les élèves moniteurs et les moniteurs en activité, fédéraux ou diplômés d'État. Et en fait, on va avoir plusieurs items. Hein. Donc, le premier, évidemment, ça va être tout ce qui est en lien avec la pratique dans le vent. Donc, il y a soit une mise, soit une remise à niveau pour les moniteurs. Un des items aussi sur lequel on travaille, c'est la gestion du biplace dans le vent, mais qui découle donc directement de la pratique personnelle et individuelle, évidemment, mais en adaptant un petit peu les techniques au biplace. Et on a un troisième item où ça va être la progression du pilote dans le vent, comment on initie finalement des pilotes au gonflage face à l'aile. Donc là, pareil, nous, on leur donne pas de vérité ni de recette miracle. On partage avec ces moniteurs notre processus en fait et notre grille de progression. Après, évidemment, chaque moniteur le fait à sa sauce puisque les sites sont pas les mêmes, voilà, les outils non plus. Et le dernier item, ça va être justement tout ce qui va être pédagogie, gestion un peu des groupes. Et principalement la position du moniteur, en fait, comment je me vois moi en tant que moniteur, quelle est ma mission, quelle est ma position là-dedans. Et donc on va décrypter ensemble leur vécu et on va mettre des mots en fait là-dessus. Ça va être un peu théoriser finalement, théoriser la pratique de l'enseignement, mais en tant que moniteur. Eh ben, imaginons qu'il y ait un moniteur ou une monitrice qui nous écoute et qui aimerait quelques conseils pour améliorer sa pédagogie, son rapport à ses élèves. Voilà, qu'est-ce que tu as comme conseil à leur donner? Alors, c'est pas vraiment un conseil que j'aurais à donner, c'est plutôt une question que j'aurais à poser. Ouais. C'est savoir pourquoi on enseigne et pour qui on enseigne. Est-ce que c'est pour soi? Est-ce que c'est pour les autres? Et pourquoi on enseigne, c'est quelle est la motivation profonde? Est-ce que c'est purement économique? Est-ce que c'est philosophique? Est-ce que
Voilà, donc j'aurais plutôt tendance à poser ces deux questions-là. Et souvent, il y a plusieurs éléments de réponse là-dedans, parce que c'est pas binaire en fait, en disant j'enseigne que pour la gloire ou que pour le plaisir, ou forcément il y a une motivation économique, mais c'est toujours intéressant déjà de se poser ces questions-là. Pourquoi j'enseigne et pour qui j'enseigne? Merci beaucoup pour ta réponse, Charlie. Aujourd'hui, l'école a 22 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Avec le recul, qu'est-ce que cette aventure de Waiga School t'a apporté? 22 ans passés à gérer une école, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que la gestion de l'école, c'est plusieurs casquettes en fait. J'ai ma casquette de biplaceur. Bon, en tout cas, j'en fais moins aujourd'hui, mais j'avais ma casquette vraiment de biplaceur, donc technicien purement parapente. J'avais une casquette d'enseignant, une casquette aussi de manager et de gérant de structure. Donc j'ai plein d'expériences différentes dans différents secteurs là que je viens de citer. En tant que moniteur, c'est chouette parce que biplace, c'est la découverte tous les jours de personnes qui sont différentes, mais aussi découvrir les contraintes liées au métier. À savoir qu'il y a des fois, clairement, j'ai pas envie de voler et il faut que j'y aille parce que je me suis engagé sur des rendez-vous, que ça vole et que je découvre que ma passion, ça devient mon travail et que mon travail est moins passionnant. Voilà. Donc ça, j'ai découvert aussi et j'ai accepté aussi que la passion aujourd'hui, le parapente n'est plus clairement du tout une passion pour moi. Le parapente aujourd'hui, c'est devenu ma vie. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que c'est ma vie entière, c'est le parapente. Mais dans ma vie, j'ai vraiment d'autres passions que le parapente aujourd'hui. Donc ça, c'est ce que j'ai découvert et traversé aussi avec les années. Je me suis vraiment découvert une passion pour l'enseignement. Parce que là où c'était contraignant pour moi et usant il y a quelques années, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nourrissant à tous les niveaux. Chaque semaine, c'est une nouvelle aventure, un nouveau groupe, des nouveaux challenges. Et de par les positions qu'on prend, nous, en tant que moniteurs, finalement, je vis vachement mieux. En fait, je m'éclate carrément dans ce métier-là. Et après, en tant que manager, donc gestion des équipes, j'ai découvert aussi l'intelligence collective, le côté collaboratif, mutualiser l'effort, mutualiser aussi évidemment les réussites, mutualiser les emmerdes quand il y en a besoin, quand ça marche pas, solliciter les équipes et essayer d'être juste en fait, donc en écoute avec les équipes et essayer de mettre dans une position assez transversale finalement où je sais pas grand chose de plus que les équipes. C'est plutôt se mettre en écoute avec les équipes, savoir qu'est-ce qui est important et essentiel à apporter dans l'équipe pour qu'elle soit pérenne, pour pouvoir garder en fait une équipe, conserver une équipe qui traverse le temps, les épreuves. Et en tant que gérant, je pensais avoir pendant le Covid atteint le summum de la gestion de crise. En tant que gérant pour justement pérenniser l'activité parapente et on a eu l'incendie derrière où là on a vraiment tout perdu. Donc ça ça a été hyper apprenant, douloureux mais très apprenant parce que parce qu'il a fallu remonter les manches, être intelligent, faire vraiment preuve d'intelligence pour se reconfigurer, repartir tout en étant très affecté et donc faire le deuil aussi de la situation, ce qui était avant clairement n'était plus et ne le serait plus. Donc voilà, très très apprenant, douloureux mais très apprenant. Et ben justement, on va parler des incendies qui ont eu lieu à la Dune en 2022. Est-ce que tu peux nous partager des souvenirs de cette période? Ah ouais, alors autant il y a des années, j'ai pas trop d'anecdotes sur le nombre d'années passées à la Dune. Je me souviens de certaines situations, autant là, je suis capable de retracer le fil. Oui, je m'en souviens parfaitement. Je me souviens que j'étais dans le jardin, que j'ai un de mes amis qui me dit t'as vu, il y a de la fumée, il y a un incendie du côté de la dune. Donc j'étais dans mon jardin et j'ai vu effectivement un petit filet de fumée. J'ai regardé, il était, je crois qu'il était 13h30 ou 14h. Je me suis dit, bon, 12 juillet, 14h, les pompiers sont déjà dessus, il y a rien en fait.
Et l'après-midi se passe et vers 4h30, 5h, j'ai un autre appel qui me dit « Ouais, t'as vu, c'est un peu tendu quand même à la dune ?» Et ben je dis ben non, donc je vais au même endroit dans mon jardin et là je vois un énorme panache de fumée et donc connaissant quand même bien le coin et ayant pas mal d'amis pompiers, j'ai quand même en tête la situation où les pompiers en gros ils ont 1h30, 2 heures devant eux pour intervenir et au-delà s'ils n'arrivent pas à juguler l'incendie on rentre dans une autre dimension en fait. Et donc là, ça faisait déjà plus de 3 heures que ça brûlait. Et là, franchement, quand j'ai regardé le panache de fumée, c'était vraiment déjà énorme. Et je me suis dit, oulala, c'est en train de partir, c'est en train de partir en cacahuète. Du coup, les équipes là de la Boga School qui étaient sur place, évidemment, je les appelle et ils me disent, oui, on est sur la dune, on surveille, mais voilà, c'est à quelques kilomètres derrière, enfin pas très loin à vol d'oiseau. Je crois que l'incendie était à, je sais plus, c'était 4 kilomètres à vol d'oiseau. Et donc voilà, et donc les moniteurs, on se rappelle vers 19h et donc toujours pas jugulé, puis plutôt en développement l'incendie. Et donc là, on décide tous ensemble d'évacuer le camping et une partie du matériel. Et on s'était dit qu'on faisait peut-être un peu d'excès de zèle, mais que finalement, on valait mieux perdre 1 heure, à tout débarrasser, enfin tout, en tout cas ce qu'on pouvait évacuer, à savoir au moins tout le matériel professionnel, les biplaces, les parapentes, les sellettes, enfin tout ce qui coûte vraiment cher. Donc on a tout chargé. Et en fait, le lendemain matin, donc et les moniteurs sont venus dormir à la maison, parce qu'on était en période de canicule en plus. Et en fait, pareil, on a utilisé le bon sens. C'est l'incendie avait lieu au nord-est du camping et donc est-nord-est. On était en canicule, donc on savait que le soir, de toute manière, le vent d'est allait ressouffler. Donc le bon sens nous disait que de toute manière, ce soir, ils auraient de la fumée dans le camping, quoi qu'il arrive. C'était pas tellement les flammes qui nous inquiétaient, mais plus la fumée. Donc tout le monde est venu à la maison. Et le lendemain matin, en se réveillant, on apprend que tous les campings ont été évacués, à cause des fumées notamment. Et puis bah là il s'est passé à 4 jours, on a pu récupérer encore un peu de matériel malgré la fermeture des campings, accompagné par la police avec une autorisation préfectorale. Et puis un soir avec Harold, on était donc en surveillance de camping pour regarder en fait s'il y avait pas de gens qui venaient qui se faufilaient dans le camping. Et puis bah là, on a été évacué à 1h du matin avec les grandes flammes devant nous. Et donc le lendemain après-midi, tout a tout brûlé en fait. Voilà, donc ça a été un moment qui a été choquant, qui a été ultra violent. Et je me rappelle aussi à la maison, il neigeait de la cendre en fait. Il y avait panache de fumée, on voyait plus le soleil, c'était apocalyptique. Et donc ça a été vraiment un élément traumatisant pour moi, parce que peur de perdre, que en fait le bassin brûle quoi. C'était incontrôlable. Voilà. Et heureusement les pompiers, enfin tout a été mis en œuvre pour calmer et gérer au mieux cet épisode-là. Ouais. Donc violent cet épisode. Et comment est-ce que cela vous a affecté professionnellement, du coup, toi à titre personnellement, vu que tu es habitant du bassin? Personnellement, au titre personnel, déjà, pour moi, c'est mon jardin qui brûlait, là où j'ai quand même passé mes 25 dernières années ou mes 20 dernières années qui a brûlé, mes souvenirs, tout. La forêt, je veux dire, à un moment, la Pinède, je passe tous les jours dedans, je passe tous les jours devant, je vole quasiment tout le temps au-dessus. Donc ça, c'était un bouleversement du paysage. Donc c'était vraiment marquant. Après, il y a l'inquiétude, effectivement, que l'incendie parte en incendie urbain, qui affecte donc les maisons, les habitations. Et puis après, professionnellement, on n'a pas pu travailler cette année-là. L'année d'après, les campings étaient partiellement réouverts. Donc on a quand même beaucoup souffert de ces incendies. Mais parallèlement, et c'est ça qui est assez marquant, c'est la solidarité dont on a pu bénéficier. En fait, l'équation était assez simple. On avait de gros besoins matériels et on n'avait pas de moyens. Et donc, je parlais tout à l'heure de collaboration, de solliciter les équipes. En fait, on a fait un tour de table avec les équipes en disant, OK, quels sont nos besoins aujourd'hui
pour se reconstruire. On a besoin de quoi? Donc on a regardé ensemble ce qui était vraiment essentiel et après ce qui était important. Donc on a listé tous ces besoins-là et en fait, une fois que les besoins étaient identifiés, on a pu donc faire des demandes à différents acteurs. Alors c'est assez large parce que faut imaginer quand même qu'on a perdu tout ce qui était les drapeaux, les panneaux, tout ça, ça a aussi un coût. Mais on a perdu pas mal de voiles et de sellettes. On avait perdu, ça paraît bête, mais on avait un quad avec une remorque pour bouger le matériel. Alors c'est des petits budgets, sauf que quand on additionne tout ça avec une saison qui a pas eu lieu et 2 saisons en plus qui seront pas bonnes, ça commence à coûter vraiment très cher, très très cher. Et pareil, le campement dans lequel on était installé, puisque les moniteurs logeaient sur place dans des mobil-homes, il y avait tout. On avait des terrasses en bois, on avait tout aménagé à nos frais. Et donc voilà, on a tout listé vraiment les points qui étaient essentiels pour j'ai envie de dire une reconfiguration, un nouveau départ. Et donc, à partir de là, on a sollicité différents acteurs et là, c'était hallucinant la solidarité locale et nationale parce qu'on a eu déjà beaucoup de structures qui nous ont contactés pour proposer de reclasser, de prendre les moniteurs en saison chez eux. Ça, c'était vraiment touchant. Ça m'a marqué. J'ai pas mal de pros qui m'ont aussi contacté pour proposer du matériel pour qu'on se relance. Moi, parallèlement, j'ai contacté 2 marques qui nous ont fourni du matériel. Voilà, tous nos fournisseurs ont joué le jeu, ils nous ont offert une partie du matériel dont on avait besoin ou fait des remises. On nous a fabriqué une remorque. Enfin bref, on a eu des lots de bois pour reconstruire le campement. Enfin, ça a été vraiment une situation très contrastée au final. Il y avait quelque chose qui était dramatique et il y avait quelque chose qui était simplement incroyable en termes d'aventure humaine et de solidarité. C'était c'était 2 polarités opposées en fait, qu'on vivait en même temps. Et aujourd'hui, vous en êtes où? Eh ben aujourd'hui, on en est où? On en est que le site de la Dune reste un site qui est fragile et délicat. Les campings aujourd'hui sont très contrôlés en termes de reconstruction, beaucoup de contrôles, beaucoup de fermetures. Voilà, donc pour l'instant, pour moi, de mon côté, je considère qu'on est encore en reconstruction, que la vitesse de croisière, si on la retrouve, quand je dis je parle des acteurs locaux là, principalement aussi les campings, probablement en 2027. Donc il faudra au moins 5 ans pour se remettre de tout ça, que ça soit au niveau administratif ou même touristique, puisqu'il y a il y a eu beaucoup de parutions sur les incendies à la Dune, avec une solidarité nationale. Il y a eu, voilà, ça vraiment, on a senti que ça avait touché beaucoup de gens et ça avait été très médiatisé. Et puis forcément l'année d'après ça avait été tellement médiatisé que les gens ne sont plus venus pensant que il y avait plus rien en fait, que c'était une terre brûlée. Voilà, donc il faut aussi que la conjoncture s'améliore petit à petit quoi. Il va falloir encore un petit peu de temps et de patience. En tous les cas, aujourd'hui, on le voit, la végétation reprend petit à petit, la dune renaît entre guillemets de ses cendres. Est-ce que tu as des projets, voilà, tournons-nous vers l'avenir. Est-ce que tu as des projets pour la suite de l'école ou pour toi? Ouais. Et alors oui, effectivement, il y a différents projets. Il y a un premier projet pour l'école. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Ça serait de développer le volet formation professionnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Depuis de nombreuses années, donc on anime ces stages de former mieux et de voler mieux là au sein de la Fédé. Et puis on voit aussi le besoin et l'écoute des moniteurs par rapport à tout ce qui est évoqué, notamment sur tout ce qui est outils pédagogiques et position des moniteurs. Et aussi les besoins purement techniques, on va dire, de gestion de l'aile dans le vent, en individuel ou en biplace. Ça, c'est vraiment un volet que je souhaiterais développer. Alors, je sais pas encore comment, mais j'y travaille activement pour pouvoir proposer justement aux futurs moniteurs, donc ceux qui sont en formation et ou moniteurs en activité,
des formations spécifiques autour de voilà la pédagogie, gestion des groupes, gestion, on va dire, de sa propre posture, hein, de comment je me vois moi en tant que moniteur, et après une partie plus technique sur ce que j'ai évoqué là, la partie gestion de l'aile dans le vent. Donc ça c'est pour le côté Waga School. Et moi, parallèlement, en fait, je continue et je travaille dans l'accompagnement humain, et notamment autour des sportifs. En quoi est-ce que ça consiste exactement? L'accompagnement humain, en fait, c'est ce qu'on appelle banalement le coaching. Hein. L'accompagnement humain, en fait, c'est vraiment proposer un autre point de vue sur des scènes et en fait accompagner les sportifs dans leur carrière ou leur devenir en regardant tout ce qui est modélisant qui fonctionne chez eux, donc en reconnaissant ça, en identifiant aussi finalement les points de blocage et en proposant des outils pour améliorer tout ça. Mais l'idée de l'accompagnement humain, c'est vraiment comment et pourquoi aller vers une version améliorée de soi, en fait. Et tu accompagnes uniquement des paraprentistes, parce qu'il y a d'autres types de profils sportifs? Alors, bizarrement, j'accompagne très peu de paraprentistes. D'accord. Voilà. J'accompagne principalement... c'est même pas principalement, j'accompagne les sportifs dans des disciplines qui ne sont pas du tout les miennes. Il y a du patin sur roulette en danse, j'accompagne des rugbyman, semi-pro ou pro, il y a du tennis, il y a du foot, voilà, des parapentes. J'ai accompagné aussi des athlètes dans des sports de combat. Voilà, donc en fait, c'est pas tellement la discipline qui va compter, on travaille sur l'élément humain, donc c'est surtout finalement quelles sont les problématiques de ces athlètes-là, quel niveau de conscience ils ont par rapport à ça et comment ils vont cheminer. Charlie, je te propose de refermer le chapitre de l'école et qu'on revienne un petit peu vers toi. Tu as dit tout à l'heure que le parapente, c'est ta vie. Est-ce que c'est vital pour toi de voler ? Aujourd'hui, non, ça l'est plus, non. Non, ça l'est plus. Je pense que j'étais quand même bien nourri. Hein. Moi, je vole depuis que j'ai 14 ans. J'en ai bientôt 46. Donc, non, c'est plus vital. Par contre, j'ai toujours du plaisir à voler. Je m'éclate à jouer près du sol ou à regarder le paysage, me coller là-haut. Il y a plein de fois aussi où je m'imagine revoler en plaine ou en montagne. Mais franchement, objectivement, ma vie aujourd'hui me permet pas. J'ai une vie de famille. Il y a beaucoup de choses à gérer au quotidien ici. J'ai beaucoup de ressources aussi locales qui me nourrissent profondément, que ce soit le surf ou d'autres activités. Donc, non, j'ai plutôt une activité, des plaisirs tournés vers tout ce qui va être océan ou l'eau, quoi. Et la montagne ne te manque pas ? Pas du tout. Oh. Non, elle me manque pas du tout. En même temps, hein, si j'étais un montagnard dans l'âme, je serais pas venu vivre sur le bassin. Ouais. Non, je suis très heureux ici. Moi, j'adore être dans l'eau, la proximité de l'océan. C'est quelque chose d'essentiel pour moi, pour le coup. Et aujourd'hui, entre l'école, tes autres projets, est-ce que tu voles quand même pour toi-même ? Qu'est-ce qui te fait kiffer vraiment sous ta voile aujourd'hui ? Eh ben, je fais des vols par opportunité en fait aujourd'hui. Ça veut dire que je vais pas aller sur site parce que ça vole bien et que j'ai rien à faire. Généralement, je vais aller voler parce que je suis déjà sur site et que j'ai vu qu'il y avait des bonnes conditions annoncées et que tant que je suis sur site, évidemment, je vais profiter. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai plus besoin de passer à 4 heures en l'air comme avant ou 5 heures, passer mes journées en l'air. Là aujourd'hui, quand je vais voler une demi-heure, 3/4 d'heure, ça me suffit vraiment à me remplir. C'est complètement ok avec ça. Tu es un oiseau accompli. C'est ça, ouais. Je t'ai souvent entendu dire que tu aimes bien sortir les voiles avec Harold quand ça envoie les watts. Qu'est-ce que tu entends par là ? Alors, oui, c'est vrai, je l'avoue, nous on aime bien, Harold et moi, sortir les parapentes quand il y a plus de 30 km/h. Parce que déjà on a des ailes qui sont adaptées à des conditions plus fortes. Pour la pratique des wagas, clairement, c'est quand même vachement plus sympa quand ça pousse, qu'il y a de l'air, et qu'on peut sortir nos petites voiles ou en tout cas des voiles en plus petite surface. Et
Le spot est carrément moins fréquenté aussi. Donc pour ces 3 raisons-là, c'est clair que dès qu'il y a de l'air avec ces bernards orientés, on aime sortir nos voiles et aller jouer dans ces conditions-là. Charlie, aujourd'hui, tes activités pro sont pas mal axées autour du partage, de l'accompagnement. Tu enseignes avec ton école, etc. Tu es coach. Mais je te retourne la question que tu as posée aux moniteurs et aux monitrices tout à l'heure. Qu'est-ce qui te pousse à partager aujourd'hui ? Eh ben, ça se passe à plusieurs niveaux. Ce qui me pousse à partager aujourd'hui, une des premières motivations, déjà, c'est que je crois profondément en ce qu'on transmet. Je pense que le savoir-faire que l'on a sur l'aspect technique, j'y crois dur comme fer qu'il est vraiment nécessaire. Et donc ça, c'est notre contribution au milieu. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Et d'ailleurs, on nous demande souvent, est-ce qu'il vaut mieux faire ça ou ça ? Et je réponds souvent que c'est complémentaire. Il n'y a pas de secteur plus important qu'un autre. C'est le temps qui fera qu'on va visiter, je sais pas, on va faire de l'init, et puis un pilotage au sol, puis un stage perf, puis un stage commencer à faire un peu de cross, du pilotage, du SIV, peu importe. Donc c'est un ensemble de choses. Donc ça, ce qu'on enseigne, je suis vraiment persuadé que c'est vraiment très important. La deuxième chose, je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'idée de nouveautés chaque semaine. Moi, j'aborde vraiment les stages là-dedans. Le contenu est à peu près toujours le même, mais la manière de l'aborder, lui, est tout le temps différente. Parce que les conditions sont pas les mêmes, les pilotes que l'on a sont pas les mêmes, la dynamique de groupe n'est pas la même, les objectifs et les attentes des pilotes sont pas tout à fait les mêmes. Donc voilà, chaque semaine, c'est un nouveau livre. Et en fait, j'aime bien cette idée-là de nouvelle aventure humaine, de tiens, qu'est-ce qu'on va vivre cette semaine ensemble. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis après, évidemment, il y a le volet économique, je vis de ça. Et l'idée, c'était de savoir comment harmoniser aussi ma vie. Est-ce que je me fais violence en enseignant, mais du coup, ça va sentir, du coup, ça coûte de l'énergie chez moi, et puis le résultat est quand même pas top, quoi. Si je suis tendu, les pilotes en face vont le sentir. Ou est-ce que je suis en harmonie en me disant, quelle est ma place là-dedans, dans ce milieu-là, en quoi ça me nourrit. Donc, quand j'ai pu répondre à ces questions-là, du coup, voilà, c'est fluide. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es épanoui ? Ah ouais, aujourd'hui, je suis très heureux. En tout cas, ça se sent. On arrive doucement vers la fin de cet épisode et je te propose de faire le croc habituel, donc questions à réponse obligatoirement courte. Bon, il y a des questions un peu ouvertes sur lesquelles tu peux déborder. Quelle est ton aile préférée ? Mon aile préférée ? Ouais. Aujourd'hui, je vole beaucoup avec une Freestyle 2 de chez Gradian que j'avais récupéré là en 22 mètres carrés. Aussi une aile, un proto super qui n'a pas de nom d'ailleurs. Je vole beaucoup avec parce que lui me permet de voler dans des conditions plutôt larges. C'est-à-dire faible, modéré, fort, le proto vole partout. Et il est très allongé, du coup ça me permet d'envoyer des wagas un peu dans tout type de conditions. Le vol que tu as le plus kiffé de ta vie ? Alors, j'en ai 2 en tête, là, qui reviennent. Il y en avait un, c'était dans les Alpes du Sud, là, à Dormiouz. Il y avait 4300 mètres de plafond. Là, j'avais pris des varios assez monstrueux. On avait intégré des 10 mètres secondes sur une quinzaine de secondes, avec des pointes à 15-16 mètres secondes. Ça, c'était... j'en parle maintenant dans le canapé, mais à l'époque, j'avais 17 ans et j'étais assez stressé. Mais c'était vraiment mémorable. C'était incroyable de voir la planète s'éloigner. Et il y en a un autre, c'était à Millau. C'était mon premier gros plafond, où là, pareil, je devais avoir 16 ans. J'avais décollé en short et en polaire et je m'étais retrouvé avec quasiment 3000 mètres sous les pieds. Je m'étais pas préparé à ça. Et ça, c'était pour moi vraiment mémorable, quoi. Ton site de vol préféré et pourquoi ? Et bizarrement, ce que je préférais, c'était le vol de plaine. J'adore le vol de plaine. Ah, je m'attendais à ce que ça soit la dune, du coup, mais ok. Donc là où le pilote qui t'a le plus inspiré ? Ça, c'est difficile de répondre à ta question. Ouais. Parce qu'il y a tellement de pilotes masculins et féminins que j'ai pu côtoyer, qui m'ont apporté beaucoup de choses. Mais je dirais celui qui a conditionné clairement ma vision du groupe, c'est Raoul Rodriguez. Une ressource, donc que ce soit un podcast, un livre, une musique, peu importe, qui t'a aidé dans ta vie de pilote. Le reggae. Oh wow. J'ai toujours écouté du reggae. Je suis fan. T'as vu tes dreads un jour ou jamais ? Ouais, j'ai des petites dreads.
Mais non, le reggae, ça, je l'écoute depuis que j'ai 9 ans. C'est une musique qui m'a accompagné toute ma vie, ouais. Et pourquoi? Je sais pas. Parce que le reggae, c'est une musique qui est contestataire, qui est rebelle Mhm. et qui est douce et joyeuse. Et je pense que j'aime bien cette idée-là d'être contestataire, mais sans être forcément violent. Est-ce qu'il y a un vol que tu rêves de faire? Oui, il y a un vol que je rêve de faire, ça serait un Poitiers posé à la mer. Oh, pourquoi Poitiers? Poitiers parce que c'est en plaine et traverser la plaine et aller poser sur la plage, c'est vraiment un truc qui me plairait. En nord-est, là, il y a une petite centaine de kilomètres. Ça, c'est vraiment un vol que je kifferais faire. Ouais. Ton objectif ultime en termes de parapente, si tu ne l'as pas encore atteint? J'en ai plus. Non, je suis un pilote vraiment accompli et je pense qu'aujourd'hui mon plaisir passe dans la transmission. Je sens que j'ai pas vocation spécialement à progresser. Je m'entraîne plus parce que je n'ai plus envie, ça fait pas sens. Et ce qui fait sens pour moi, c'est plutôt qu'est-ce que je retiens de toutes ces années d'expérience, comment je suis capable de le transmettre, qu'est-ce qui me semble à moi essentiel. Et puis, qu'est-ce que les pilotes, eux, veulent et peuvent retenir de ça et comment ils vont l'adapter, en fait, à leur sauce. C'est ça qui me motive aujourd'hui. Tu préfères voler au lever ou au coucher du soleil? Plutôt couché. Voler seul ou avec les copains? Voler avec les potes. Voler avec les potes ou avec ta chérie? Voler avec ma chérie. Et tu préfères voler sous ta voile solo ou en biplace? Aujourd'hui, je joue à biplace. Comme je fais moins de biplace pro, je reconnecte aussi avec le plaisir de voler, justement, parce que je l'ai choisi et parce qu'on a organisé ça et que j'ai envie de partager ce moment-là, amener les gens dans mon univers. Ça, c'est vraiment nourrissant et c'est assez récent. Et est-ce que tu voles encore avec ton papa? Ouais. Mon père vit maintenant dans le coin, donc oui, je vole, notamment quand je suis en biplace, évidemment. Et puis oui, on partage encore ces moments précieux, ouais. Quel est ton meilleur souvenir de parapente? Donc pas forcément le meilleur vol que tu as fait, mais un souvenir lié au parapente de manière générale qui t'a touché. Mon plus beau souvenir en parapente comme ça là qui me vient, c'est la première fois que j'ai atterri sur le plateau de Saint-Hilaire. J'ai réussi à passer au-dessus du déco et à poser au bout d'une heure et demie sur le plateau. Ça c'est un vol marquant pour moi. Tu y as répondu tout à l'heure, mais du coup, vol en montagne, en plaine ou en bord de mer? D'abord là où je me trouve, donc le bord de mer. Mais le vol, tu sais, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Voilà, donc je suis très heureux là où je suis. Et le vol pour lequel j'ai vraiment de l'appétence, ça reste le vol de plaine. Est-ce qu'il y a un pays dans lequel tu rêves de voler? Non, mais il y a plein de pays dans lesquels je rêve de surfer. Est-ce que tu aurais une anecdote drôle liée au parapente à nous raconter? Oui, quand j'ai commencé à faire du biplace à la dune, donc j'étais tout jeune, il y avait 2 petites nanas qui sont venues faire un biplace. Donc il y en a une qui est partie avec mon pote, donc l'autre avec moi. Mon pote se fait arracher, se fait traîner. C'était 2 petites nanas qui étaient mignonnes, on faisait les coques. Tu vois, un peu le moniteur, t'inquiète, moi je sais faire. Je lui ai vendu du rêve, hein. Vraiment je lui ai vendu du rêve. Mon pote lève son aile, il se fait traîner. Moi je me tape une barre de rire, la meuf me regarde en me disant mais tu vas pas faire ça. Je dis mais non, laisse tomber, hein, il sait pas faire. J'ai levé l'aile et on s'est fait traîner sur 50 mètres. Donc je me rappelle plus de la suite. Je pense qu'on a finalement volé, mais que j'ai pas pu avoir ni son numéro ni briller dans ses yeux grâce à mon niveau de pilotage. Ça c'est sûr. As-tu, et si oui, lequel, un objet fétiche sans lequel tu ne voles jamais? Non, j'ai pas d'objet fétiche particulier. Je suis pas superstitieux pour un sou. Est-ce que tu as un rituel ou une routine avant de décoller? Oui, ce qui me permet de me conditionner en fait. C'est à partir du moment où je mets mon casque, j'ai remarqué ça depuis de nombreuses années. Le fait de mettre mon casque et ma veste de travail, c'est comme si je remettais mon uniforme ou une armure et ça me permet de me conditionner immédiatement. C'est pas un conditionnement volontaire. C'est à partir du moment où j'ai mon casque et la veste, il y a l'odeur du vent, il y a tout ça qui fait que je me mets dans ma bulle de moniteur. Peut-être une dernière question. Est-ce que tu voles pour la sensation ou pour la contemplation? Aujourd'hui, pour les deux. Aujourd'hui, parce que ce n'était pas le cas avant. Avant, j'étais beaucoup dans la sensation. Je suis pas encore dans la contemplation à 100%, mais je vois que je me calme. Je me calme aussi dans mes besoins. J'ai besoin de moins de sensationnel, effectivement, aujourd'hui, pour être bien. Très bien. Ce fut le croc le plus long. Parce que d'habitude, je mets 1 minuteur et on dépasse pas 5 minutes. Écoute, Charlie, merci beaucoup pour toutes tes réponses. On arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais un mot pour le clôturer? Oui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de voler.
L'univers aujourd'hui du parapente est hyper riche. Il y a plein de manières de voler. Il y a plein d'univers différents dans notre milieu. Et donc, moi, la seule recommandation que j'aurais à faire, c'est de regarder le projet que vous avez dans le parapente, être cohérent en fait dans ce projet-là et se faire plaisir. Voilà, c'est vraiment une invitation que je fais à tous les pilotes. Eh bien, merci beaucoup Charlie. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous dis bon vol et au prochain épisode.